je vous laisse simplement cette idée que le primaire vient après le secondaire et non pas avant le secondaire, qu'il y a une espèce de tentative par Freud de reconstruire un organisme vivant sur un modèle qui n'est pas le modèle de l'organisme vivant, qui est le modèle de ce qu'il appelle de l'appareil de l'âme, l'appareil animique, celui que j'ai essayé de redresser au tableau tout à l'heure. Voilà à peu près tout le schéma de ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui. Et bien sûr, on va continuer dans la discussion. Je trouve que vous avez été un peu vite pour cette question du secondaire qui passe avant le primaire. Vous pouvez en dire un peu plus? Écoutez, bon. L'idée de Freud, c'est que l'inconscient est avant le conscient. Donc, il y a un fonctionnement dit primaire, vous voyez le projet de psychologie scientifique, mais ensuite ça se retrouve dans beaucoup de ces textes, que le fonctionnement primaire est le fonctionnement de départ qui doit être peu à peu maîtrisé, notamment sous l'effet de la réalité, pour se secondariser. Je dis simplement qu'aucun organisme vivant ne peut fonctionner selon le principe, le processus primaire. Tout organisme vivant fonctionne d'emblée selon une secondarisation, c'est-à-dire selon des régulations homéostatiques qui n'ont rien à voir avec l'aspect non homéostatique du processus primaire. Si vous voulez, il y a un décalage. Alors, à mon avis, le primaire existe, mais comme résultat du refoulement. Le processus primaire, c'est ce qu'on peut dire de l'inconscient une fois qu'il est refoulé. Donc, je propose qu'on en reste là pour une brève interruption. Vous aurez l'occasion de prendre une boisson. Il faudra probablement vous armer aussi d'un peu de patience pour, disons, quitter ce local. Donc, faites ça bien prudemment, bien sûr. Et donc, on se retrouve de toute façon à 11h20 ici. Voilà. Oui, beaucoup de pistes ouvertes. Hein. Ah, oui. Vous avez balisé le... Je vois parfois l'une ou l'autre place. Y a-t-il encore des places entre vous? Oui, ici, il y a encore de la place. Bien. Alors, on va pouvoir reprendre. C'est toi qui commence? C'est toi qui commence? Oui, voilà. Monsieur Laplanche, avant toute chose et avant d'entrer dans la discussion, je voudrais vous dire ma profonde gratitude pour le temps que vous nous consacrez aujourd'hui et surtout pour ce travail de recherche inlassable que vous poursuivez depuis presque un demi-siècle. Et croyez-moi, ce ne sont pas simplement des remerciements pour la forme. Il est tout à fait essentiel aujourd'hui que preuve soit faite que la psychanalyse n'est pas le culte idolâtre des écrits de certains maîtres, que l'on situe à cette place Freud, Lacan, Mélanie Klein ou Winnicott. Autrement dit, il me semble tout à fait primordial qu'elle reste une continuelle recherche, nourrie, comme vous disiez tout à l'heure, par une intense fréquentation critique de
ces textes fondateurs et d'autre part, par une écoute sans cesse renouvelée de ce que les analysants nous disent. Il est essentiel aujourd'hui que cela soit, d'une part, que cela se sache, d'autre part, et que soit apporté ainsi un démenti vivant à ceux qui, année après année, dans ces mêmes murs, on y faisait allusion tout à l'heure, se plaisent à affirmer le contraire et à pronostiquer la mort prochaine de la pratique freudienne. Et si nous sommes si nombreux ce mardi matin, c'est peut-être et sans doute parce que vous êtes un éminent représentant de cette recherche psychanalytique bien vivante. J'ajouterais que ce que j'apprécie particulièrement pour ma part dans votre travail, c'est cette minutie avec laquelle vous lisez le texte freudien et avec laquelle vous y repérez ses failles, ses fourvoiements, comme vous dites. Vous ne lui pardonnez rien, ai-je envie de dire. Mais ces failles et ces fourvoiements bien repérés, votre texte et vos dires, comme ceux d'aujourd'hui, témoignent aussi du respect que vous avez pour son génie. Ce qui me fait dire qu'au contraire de certains, d'une certaine façon, à Freud, vous pardonnez tout. Plus précisément, vous ne vous situez pas dans le registre de l'accusation, mais dans celui de la recherche, qui fait des faux pas du maître l'occasion d'un pas en avant du chercheur. Même à propos de Lacan, qui ne vous a pas épargné, j'en ai été témoin dans ma jeunesse, vous dites ici ses erreurs en reconnaissant là ses trouvailles. Lorsqu'on m'a demandé d'être votre discutant, j'ai d'abord refusé, décliné cette invitation, disant que je n'étais pas familier de beaucoup de vos textes, d'une part, et d'autre part, je n'avais plus de pratique de psychanalyse de l'enfant. On m'a répondu que c'était justement cela qu'on cherchait. Des questions naïves venant d'un autre bord. Alors je me suis laissé convaincre par cet argument et bien m'en a pris. Bien m'en a pris parce qu'à me replonger dans certains de vos livres et articles, et d'ailleurs à vous entendre aujourd'hui, j'ai trouvé réponse à certaines de mes questions. J'ai aussi trouvé appui, pour ne pas dire étayage, à certaines des réponses que je m'étais données face aux insatisfactions dans lesquelles me laissaient certaines positions de Freud et de Lacan, spécialement quant à l'abandon de sa théorie de la séduction et quant à la genèse du désir et du fantasme d'un sujet, qui fut d'ailleurs un de vos premiers sujets de recherche. Très concrètement, je pense à tout ce que vous avez dit sur l'importance de l'autre, avec petit a, le petit autre, qui n'est pas l'autre, le grand autre de Lacan, précisez-vous. Il y a longtemps en effet que cette non prise en compte par mes collègues psychanalystes, surtout psychanalystes d'adultes, de l'autre concret avec lequel vit l'enfant, les non prises en compte des comportements de ces autres et surtout de leurs désirs inconscients, au profit chez Freud de cette référence à la phylogénèse et chez Lacan au profit d'un grand autre qui ne serait que trésor des signifiants, tout cela me laissait perplexe et intellectuellement insatisfait. Et j'ai pu remarquer qu'essayer de rappeler devant un auditoire lacanien que ce grand autre et ce langage s'incarnaient, comme disait Lacan, dans des agents concrets, avec leurs désirs inconscients, ce n'était pas une sinécure. Historiole ou dangereuse pente vers l'imaginaire, objecte-t-on souvent. À vous lire et à vous entendre, je constate que, pour d'autres raisons sans doute, vos collègues ne sont pas tous enclins à accorder au petit autre l'importance que vous lui donnez. Et pourtant, cette importance accordée au petit autre résout bien des problèmes, en effet. Néanmoins, voici ma première question. L'usage du concept de grand autre n'aurait-il pas quelque intérêt, même dans le cadre de votre théorisation, dans la mesure où,
si l'on utilise au sens de grand autre, si on utilise ce concept au sens de grand autre parental, il dit bien, ce concept, qu'il peut s'agir tout autant du père que de la mère, du papa que de la maman, ou de tout autre adulte mis en position de parent dans notre culture, ou dans ces autres cultures auxquelles vous faites parfois allusion. Et vous avez encore fait allusion tout à l'heure. Par ailleurs, ce concept de grand autre dit bien la dissymétrie que vous soulignez entre l'adulte et l'enfant. C'est un peu dérangeant, je trouve, de dire que la mère est le petit autre de l'enfant. Ça oblitère un petit peu cette dissymétrie à laquelle vous tenez beaucoup, par ailleurs. Et enfin, le concept de grand autre peut aussi servir à désigner ces multiples grands autres qui bercent avec leur signifiant énigmatique les enfants d'hier, les enfants d'ailleurs et les enfants d'aujourd'hui chez nous. Je pense, par exemple, aux mythes et légendes qui bercent l'enfance des peuples dits primitifs, à tout ce qui peut se dire et se vivre au nom de la déesse mère chez les Mosso de Chine, peuple sans père ni mari, auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, et enfin, et peut-être, à la télévision chez nous, grand autre parmi d'autres, avec tout ce qu'elle comporte comme signifiant, image, message conscient et inconscient de tous ces fabricants de programmes et réalisateurs de films pour enfants et pour adultes, qui introduisent ces enfants de plus en plus jeunes à l'univers du désir et de la sexualité. J'y pensais hier en voyant mon petit-fils de 3 ans et demi, fasciné depuis belle lurette par ces images et ces messages télévisuels qui viennent au moins compléter et complexifier les messages énigmatiques de ses parents. Ma première question est donc pourquoi le fait d'accorder cette importance au désir inconscient des petits autres implique pour vous le rejet d'un recours à l'usage du concept de grand autre. Ma seconde question sera plus brève. Vous dites que la séduction fut refoulée jusqu'en 1964-1967. En ce qui me concerne, pour sortir lacaniennement des embarras dans lesquels me laissait l'abandon de la théorie de la séduction, j'avais eu recours au concept lacanien de désir de la mère signifié au sujet. Désir de la mère signifié au sujet, ainsi qu'à cette définition répétée du désir du sujet comme désir de l'autre. Vous le savez mieux que moi, on retrouve ce concept de désir de la mère dans le texte sur la métaphore paternelle. Quant à la définition du désir de l'autre, on la trouve très ambiguë, il est vrai, dans le stade du miroir, mais tout à fait claire dans son graphe du désir, où il parle tout à fait explicitement de la rencontre énigmatique du désir de l'autre. Que me veut-il, dites-vous, vous-même, hein? Et dans ce même texte, il affirme aussi que c'est en tant qu'autre que le sujet désire. Peut-on donc dire que ce désir, en tout cas celui de la mère, fut refoulé chez Lacan? Certes, le désir du père, il n'en est pas question, que je sache. Par contre, je serais d'accord avec vous pour dire qu'à partir des années 60, l'importance des petits autres et de leur désir a fortement diminué dans les textes de Lacan et surtout dans ceux des lacaniens. Donc je ne souhaite pas me faire défenseur de ces textes lacaniens, mais je voudrais essayer de comprendre pourquoi vous affirmez que cette dimension du désir de la mère et de l'autre a été refoulée jusqu'en 64, et donc quel sens vous donnez, vous, à ces concepts, pourquoi vous préférez les abandonner. À propos du mythe d'Oedipe que vous avez évoqué tout à l'heure, je ne suis pas sûr que l'Oedipe soit dépassé. L'Oedipe au sens ce qu'a lu Freud dans le texte. Ben, si on prend le texte dans sa complétude, le mythe dit bien que les choses commencent avec l'acte pédophilique du père et avec le désir meurtrier du père, avec la complicité de la mère éventuellement, qui expose l'enfant dans la montagne.
Et lorsqu'on lit le texte de plus près encore, lorsqu'ils se rencontrent sur le chemin, c'est